tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, toujours le 13 décembre, je vous fais une petite vidéo pour continuer à vous évoquer certains petits sujets de conversation. Nous allons devoir parler un peu de la notion des familles patriarcales et matriarcales. Vous devez essayer de retrouver, de retravailler un peu cette notion-là actuellement. Essayez de regarder, vous, dans quel type de famille vous avez grandi. Est-ce que vous étiez plutôt sur un schéma patriarcal ou plutôt un schéma matriarcal dans votre lignée familiale? Regardez un peu comment vos parents se comportent, comment cela se comportait au niveau de la famille du côté de votre mère, comment ça se passait dans la famille de votre père, et en ayant plus ou moins un sens quand même d'analyse assez affûté, c'est que il y a certaines familles où la notion de matriarcal passe par le côté la mère qui est un peu la daronne avec son rouleau à pâtisserie, c'est elle qui décide de tout, vous voyez. Mais parfois, c'est un côté un petit peu plus fourbe, hein, un petit peu plus manipulateur. C'est-à-dire une maman qui, par rapport à le discours qu'elle entretient, vous voyez que comment elle parle, par exemple avec votre père. Essayez de regarder comment votre mère est avec votre père. Comment elle est quand il n'est pas là, comment elle parle de lui quand il n'est pas là, et comment elle parle de lui quand il est là. Comment elle est avec lui. Est-ce que quand il n'est pas là, elle déblatère sur son dos? Est-ce qu'elle essaye de monter tous ses enfants contre son dos? Est-ce qu'elle baisse sa valeur pour remonter la sienne et montrer qu'elle est vachement au-dessus de lui? Est-ce qu'elle a essayé de vous influencer sur ça? Et est-ce que quand il est là, finalement, elle est très hypocrite avec lui? Dans ce cas-là, si elle pense que du mal de lui, pourquoi est-elle donc restée avec lui? Est-ce qu'elle l'utilise? Vous avez vu la contraction, hein? Elle l'utilisait sur quoi? Est-ce que dans votre famille, les femmes sont fourbes et utilisent les hommes? Ça reste un côté matriarcal. Oui, dans le côté matriarcal, les femmes, parfois, utilisent dans leur mécanisme contrôlant des méthodes un peu fourbes. Maintenant que vous avez considéré une hypothèse de ce côté un peu manipulateur fourbe, réfléchissez qui prenait les décisions. Est-ce qu'on faisait les choses en fonction de papa ou de maman? Vous allez détecter si c'était une famille patriarcale ou matriarcale. Dans le cas où on faisait toutes les choses en fonction de maman qui décide, est-ce que donc il arrivait que votre père n'en puisse plus et soit frustré et tape des colères? Parce qu'il n'avait pas sa place, parce qu'il était le con qu'on utilisait, mais on n'écoutait jamais ses besoins. Est-ce que là, une fois qu'il était énervé, est-ce qu'elle vous disait par derrière que vous deviez vous méfier de lui, avoir peur de lui? Est-ce qu'elle rebaissait de nouveau sa valeur pour rehausser la sienne? Vous vous êtes basé sur quoi dans ceux qui ont dit au début de la vidéo que eux ils étaient dans du patriarcal? Une fois que j'ai donné tous ces compléments-là, est-ce qu'il y a une catégorie de ceux qui pensaient patriarcal qui maintenant se disent que finalement c'était peut-être matriarcal? Maintenant, vous devez avoir su trouver si vous étiez dans du patriarcal,
ou du matriarcal. Vous, comment est votre rapport dans vos relations sentimentales avec les hommes, avec les femmes, amicalement, amoureusement? Quel est votre rapport envers les hommes? Quel est votre rapport envers les femmes? Voyez-vous une forme de duplication sur certains sujets? En fonction de votre rapport dans votre parentalité avec vos enfants, garçons ou filles, détectez-vous des choses? Croyez-moi que le sexe des enfants que vous avez eu a un rapport direct avec ce que vous avez à bosser. Il n'y a pas de hasard. Je vous laisse cogiter un peu, hein, c'est pour ça que je ne parle pas trop vite. Parce que je sais que, inévitablement, vous êtes en train de cogiter. Et que tout ce que je vais dire, vous n'allez pas l'entendre. Parce que quand vous êtes perdu dans votre tête, vous n'écoutez plus ce que je dis. Je regarde un peu les post-it. Ces derniers jours, dans une vidéo, on m'a fait répéter cette phrase que j'ai entendue en coaching. Mon père ne dit rien. Il s'écrase devant ma mère. C'est ma mère qui parle pour lui. Ça, c'est typiquement du matriarcal. Est-ce que votre père ne parle plus chez lui? Est-ce qu'il lui a été impossible de prendre sa place face à cette femme contrôlante qui prenait toute la place? Comment vous prenez votre place dans votre relation? Est-ce que vous dupliquez en fonction de votre sexe ou est-ce que vous êtes soumis? Est-ce que si vous êtes un homme qui avait eu une mère comme ça, est-ce que vous laissez votre femme prendre toute la place et vous faites comme votre père, vous prenez aucune place? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez prendre toute la place pour pas ressembler à votre père? Faites le même exercice si vous êtes une femme. J'ai un post-it à évoquer, contraction. Ce post-it parle de vol des années de vie. En général, quand on a vécu à se laisser éteindre par quelqu'un qui prend toute la place, on se laisse aller, on s'abandonne et en général observer comment cette personne qui s'est laissée bouffer par l'autre, homme ou femme, a ruiné sa vie. Quel est le bilan de la vie de ce parent, de ses oncles et tantes, de ses grands-parents? Regardez vos lignées familiales.
qui portait la culotte, sournoisement ou franchement? Qui a aspiré et vampirisé la vie à l'intérieur de l'autre pour s'en nourrir lui, pour utiliser l'autre? Les gens ne sont pas tes serviteurs que tu peux utiliser afin de combler les besoins que tu ne sais pas t'apporter. Phrase de moi. Oh putain. Ça fuse en même temps que ça canalise. Tout ce qui a été volé en vie à l'autre, inévitablement, celui qui s'est laissé bouffer a en général sombré dans des addictions et des compensations. Il a attrapé des problèmes de santé et il peut avoir ruiné un peu sa vie. Il peut même avoir chopé une maladie. Une cirrhose du foie, un cancer des poumons. Je vous laisse toujours analyser votre lignée familiale. Celui qui a volé des années de vie à l'autre par une emprise bien marquée avec de l'autorité ou une emprise fourbe, voilà, masquée, devra être remboursé. Devra être remboursé. Tout ce qui est volé doit être rendu. Un parent ou grand-parent qui a été incestueux, qui a abusé d'un enfant. Vous savez qu'il y en a quand même beaucoup sur les parcours FG. L'enfant a du mal à se construire. Sa vie est un peu détruite pendant un certain laps de temps. Le temps, ça aura des préjudices. Dans ce cas précis, le parent incestueux a aussi volé des années de vie à cet enfant qu'il a un peu démoli intérieurement tant que l'enfant n'a pas fait un travail sur lui pour transmuter ça et en sortir quand même de cette situation sans s'être complètement fait bouffer par ce qu'il a vécu. En sortir, voilà, hein, avoir gagné face à cette épreuve. Tout ça devra être remboursé. Comment? Par un karma. Souvent, c'est la maladie. Ça peut être une maladie qui fait beaucoup souffrir, s'il a fait beaucoup souffrir, et qu'il avait peur de souffrir. Je vous laisse vous rappeler un peu les parcours de vie dans votre famille, voir si vous trouvez une certaine logique et cohérence. Vous démêlez des nœuds, une logique en ressort. Cela peut être une maladie brutale. Si, c'est bon, allez, ouste, remonte, va bosser et tu te réincarneras réparer le merdier que tu as fait. Ça peut donc être très brutal. AVC, crise cardiaque,
rupture d'anévrisme, accident de voiture, mortel. La personne doit rembourser la vie qu'elle a volée aux autres. Je ne vous conseille en aucun cas de voler la vie de qui que ce soit, de bloquer quelqu'un pour ne pas être seul. Je vous déconseille ça fortement. Tout comme je vous déconseille, mais ça je l'ai suffisamment dit, les rituels d'emprise, des rituels de retour de l'ex. On n'a pas le droit de voler le libre arbitre de quelqu'un. C'est une forme d'emprise, c'est voler la liberté de quelqu'un. Je vous déconseille fortement tout chantage pour avoir, obtenir et voler la vie de quelqu'un. Pour voler des années de vie. Tout devra être remboursé. Vous volez de la vie, vous allez devoir rendre de la vie. Pour certaines personnes, leur karma, c'est de vieillir seul. Car c'est leur plus grande peur. Ils ont été prêts à n'importe quoi pour surtout pas être seuls. Inévitablement, il n'y a pas pire karma pour eux que de vivre ce qu'ils redoutaient le plus. Ma mère m'a dit que ma mamie utilisait une phrase régulièrement. Et cette phrase de ma mamie était « Du bien mal acquis ne profite pas. Du bien mal acquis ne profite pas. » Ainsi sur la carte, j'ai écrit « Signé ma mamie. » Du bien mal acquis ne profite pas. Du bien, c'est quelque chose, un bien qu'on possède. Un bien, donc une possession mal acquise, ne profite pas. Vous avez profité d'un argent qui n'était pas le vôtre, vous devrez le rendre. J'en parlais encore cette semaine avec un runner en coaching qui me confirmait tout ce que je disais sur le karma de l'argent. Cette personne avait bénéficié d'une somme de, je fais exprès de donner la somme, 90 000 €, et cette personne m'a dit « on m'a tout repris ». Pour ainsi dire, à l'euro près. Ce qu'elle a dû rendre, c'est vraiment cette personne, cette somme. Sur 2 ou 3 événements, cette personne a rendu la somme. Un bien mal acquis, c'est qui n'aurait pas dû être à vous. Vous ne l'avez pas gagné. Ne profite pas, c'est-à-dire que vous n'en profiterez pas. Il vous sera repris. Pensez à l'argent dans vos familles qui est tombé. Comment il fut rendu. Je regarde s'il y a un autre sujet, un autre post-it par rapport à ça. Je pense pas. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de mémoires
la capsule 16 dont je vous ai parlé sur Facebook, ma capsule 16, qui peut-être d'ici là aura déjà été publiée sur Facebook. Si elle est déjà sur YouTube, si elle a déjà été publiée sur YouTube, je vous mettrai la capsule ici en dessous parce qu'elle s'appellera peut-être pas capsule 16. Ça sera peut-être un autre chiffre ici, on verra. Si jamais cette capsule est tombée avec les mémoires du passé, je la remettrai là-dessus. Parfois, quand vous ne savez pas comment les choses fonctionnent, vous pourriez faire une interprétation des événements de la vie autre que ce qu'elle n'est réellement. Et avoir peur. Avoir peur. Alors qu'en réalité, de comprendre les règles du karma vous permet de trouver un apaisement par rapport à ces différentes choses de la vie. De mieux, de vous délester de certaines peurs, de certaines angoisses, et vous permettre de vous débloquer dans vos actions et vos choix pour ne plus faire des choix en fonction d'une analyse erronée, en ayant mal compris certaines choses, parce que peut-être même que dans votre famille, on vous a dit que si les choses ont eu lieu, c'est parce que, pour vous aussi marquer une emprise, pour que vous agissiez en fonction de telle ou telle façon. Et là, visiblement aujourd'hui, il était nécessaire que vous entendiez cette vidéo pour vous refaire votre analyse loin de ces personnes de votre famille qui vous présentent les choses selon leurs croyances à eux ou comment ils ont envie que vous agissiez. Si c'est encore des personnes contrôlantes qui veulent vous piloter ou vous manipuler. Les guides souhaitaient que vous fassiez votre analyse. Ainsi, pour ceux qui sont en coaching avec moi, vous allez y cogiter, vous allez sûrement avoir envie de poser plein de questions à votre prochaine consultation avec moi. C'est pas obligé, mais sans doute qu'il y a des choses où vous aimerez analyser et avoir des confirmations en posant des questions à vos guides. Ce sera l'occasion. Si ça vous permet de mieux savoir comprendre, de démêler le vrai du faux. En général, vous aimez bien ces vidéos-là parce que tout vous apparaît logique et d'un seul coup, votre analyse est plus précise. Vous vous faites moins entuber par des personnes qui vous ont manipulé dans vos croyances. Vous retrouvez une capacité d'analyse et de compréhension. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, pendant toute ma montagne, de comprendre me permettait d'être apaisée. Ne pas comprendre, c'est ça qui me crée, je crois. Je pense que si on peut faire une conclusion de ma montagne, mes guides seraient d'accord que ce qui me crée le plus de souffrance, c'est ne pas comprendre. Parce qu'une fois que je comprends, ok, j'ai compris, d'accord. Mais ne pas comprendre, c'est quelque chose qui me crée beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce que moi, je vibre le tout est juste. Et comment puis-je vibrer un tout est juste si je ne comprends pas? Je ne peux pas atteindre cet état-là. Donc, comprendre me permet d'atteindre mon état de ok, voilà. Je ne sais pas si vous fonctionnez comme moi. Si la façon dont je fonctionne est normale, oui, d'accord. Ben, vous apprendrez à fonctionner comme moi et vous verrez que la pire chose, au plus vous allez avancer, la pire chose, ce sera de ne pas comprendre. C'est pour ça que je vous fais beaucoup de vidéos terre à terre pour vous faire comprendre, pour que vous ne soyez pas dans l'incompréhension. Parce que pour moi, j'associe que incompréhension égale souffrance. Donc je vous partage les compréhensions, les règles du jeu, pour ne pas être en souffrance.
Je pense que c'est... Non, d'accord. Ça, je peux le jeter ou faudra refaire une capsule? Est-ce que ça, je le jette? D'accord. C'est bien, j'ai déjà deux post-it de dégager. On va prendre le cahier anecdote, car visiblement, je dois parler d'anecdotes. Alors, quelle anecdote dois-je raconter? Je regarde où j'en suis, parce que je fais des petites croix à côté. Donc, témoignage d'une personne en coaching avec moi qui était en couple avec un pervers narcissique, très traditionnel dans un parcours FJ. Cette personne a vu le vrai visage de ce pervers narcissique seulement après la naissance de l'enfant. C'est-à-dire qu'on sait souvent que le pervers narcissique va savoir masquer parfois son vrai visage et qu'il va savoir prendre sur lui. Donc déjà, si vous ne viviez pas sous le même toit, il y a plus de chances que vous ne détectiez pas le masque. Parce que la personne va savoir rester dans un jeu et dans une maîtrise en fonction des situations, en fonction un certain quota d'heures. Voilà, mais quand vous passez de plus en plus de temps avec la personne et que cette personne est soumise à différentes situations, peu à peu, c'est là où vous avez plus de chances de voir le masque tomber. Et quand vous voyez les red flags, c'est là où il faut se barrer. Parfois, ce vrai visage n'apparaît qu'après le mariage ou après la naissance d'un enfant, quand l'emprise est marquée, où là, la personne se dit « c'est bon, j'ai piégé la personne, je vais pouvoir enlever enfin mon masque et être moi-même. Je n'ai plus d'efforts à faire. J'ai réussi à bloquer cette personne, je la possède par une alliance où je la possède par un enfant, donc tout va bien. » Comme cette personne en couple avec ce pervers narcissique avait un enfant, était parent, et que cette personne avait plus de 40 ans, il y avait comme une notion chez cette personne de être abandonniste, un peu en mode « ma vie est derrière moi, ça ne vaut plus le coup, je n'ai plus le courage de changer de vie ». Pourtant, 40 ans, la vie n'est pas terminée. Il fut de vieilles époques où à 40 ans, oui, on vivait pas vieux. Mais ça, c'est dans les vies antérieures. Donc là, il y a sûrement encore une mémoire du passé à lâcher. Aujourd'hui, en 2024, 40 ans, on n'est que à la moitié de sa vie et parfois, on va même vivre bien au-delà. Donc, par rapport à ça, se dire que parce que j'ai un enfant et que j'ai plus de 40 ans, c'est foutu, j'ai la vie derrière moi, ça ne vaut plus le coup, je n'ai plus le courage de me battre et de changer de vie. Dis donc, c'est très abandonniste, ça. Il doit y avoir une histoire, vie antérieure, où on a drôlement baissé les bras. Les guides vont vous faire travailler ce côté abandonniste avec des épreuves pour vous réveiller, inévitablement. À 40 ans, on n'a pas le droit d'être abandonniste. Tout le monde voyait la toxicité de ce conjoint. Tout le monde le voyait. Mais cette personne refusait de l'avouer, qu'elle aussi le voyait. Elle restait dans son déni, son aveuglement, jusqu'au jour où, au bout d'un moment, oui, cette personne a fini par voir aussi la toxicité de son conjoint. Et du moment où on ouvre les yeux, moi je dis toujours, du moment où on ouvre les yeux, on ne peut plus les refermer. Et cette personne, du moment où elle a ouvert les yeux et a vu, elle n'a plus su refermer les yeux, elle ne pouvait plus supporter son conjoint. Ainsi, en un temps record, c'est passé du tout au tout. Subitement, elle a annoncé qu'elle se séparait. Waouh, c'est génial quand c'est comme ça. Là, on essaye de rattraper le temps perdu. Très bien,
Bien sûr, le conjoint a fait comme toute personne toxique. Ce conjoint a tenté de promettre qu'il ferait des efforts, qu'il changerait. Malheureusement, la personne, bien entendu, je ne vais pas dire malheureusement, malheureusement pour ce pervers narcissique, mais fort heureusement pour la victime, non, ça prenait plus. Il n'y avait plus d'excuses, de promesses qui prenaient. Et cette personne s'est barrée et s'est séparée quand même. Je voulais vous partager cet exemple qui pour moi est un très bel exemple, très inspirant. C'est typiquement le genre d'histoire où on dit bravo, c'est toujours beau, quelqu'un qui reprend son pouvoir, c'est toujours beau. Pourtant, c'était quelqu'un qui n'était pas du genre, entre guillemets, à se séparer. Ben non, justement, c'est bien pour ça que déjà la personne a attendu tout ce temps. C'est une personne qui voulait que son enfant grandisse avec papa et maman sous le même toit. Voilà, l'idéalisation. Donc on s'accroche à son rêve, on est prêt à supporter n'importe quoi pour que mon conte de fées, mon scénario se passe comme je le voulais. C'est souvent ça. On prévoit un scénario de sa vie, mais la vie ne se passera pas selon votre scénario. Vous devez lâcher vos idéaux. Parce qu'à trop, votre idéal doit être dans l'émotionnel. Votre idéal ne doit pas être sur un avoir. Vous voyez, sur un scénario. Non. Non, parce que sinon vous vous enfermez dans une cage et vous allez vous trahir pour maintenir le scénario. Vous ne devez jamais être accroché à un scénario. Jamais. Vous allez vous renier là-dedans. Au final, après séparation, les langues se délient toujours dans ces cas-là et cette personne a avoué qu'en réalité, elle ne racontait rien à sa famille pour protéger ce conjoint pervers narcissique et pour protéger son scénario. Ben oui, si elle veut protéger ça, elle ment aux gens pour que les gens croient à son scénario. C'est pourtant une personne qui a quand même dit « Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» Ben, il y a eu quand même des tentatives de communication, mais que la personne rejetait. Donc souvent dans ces cas-là, on essaye un peu de trouver un coupable pour se dire, parce que c'est tellement dur de se dire que j'ai perdu tant d'années de vie. Dans cette famille, les gens disaient être très proches. Oui, nous sommes très proches dans la famille. Et ma réaction a été, mais comment pouvez-vous dire que vous êtes proches alors qu'il y a eu tant de non-dits dans cette famille parce qu'on y allait un peu en marchant sur les œufs, voilà, on se disait, on essaye un petit peu, mais en fait, on disait plutôt qu'on le voyait, mais on en parlait derrière le dos. On disait pas à la personne, mais casse-toi, tu vois pas que tu es avec un blaireau, que tu es avec un connard, non. On en parlait plus entre nous, plutôt qu'à la personne. Ben ça, c'est typiquement dysfonctionnel. C'est pas du tout signe d'être proche. Ça, c'est pas ok, en fait. Vous voyez ? Les runners, souvent, me disent que dans leur famille, c'est comme un bal des hypocrites. C'est les runners qui disent ces mots-là. Dans ma famille, c'est le bal des hypocrites. Je vous laisse cogiter à toutes ces notions-là liées à la famille. J'espère que vous avez eu suffisamment de compréhension avec tout ça.
et que vous avez de quoi analyser, travailler. La cohérence familiale. Êtes-vous vous-même cohérent dans votre vie en fonction de cette cohérence familiale? Vous avez beaucoup de choses à réfléchir intérieurement et à cogiter de votre côté. Si je dis à cogiter de votre côté, c'est parce que je ne suis pas en coaching avec vous tous. Bien sûr que les gens qui sont en coaching avec moi, on peut en parler ensemble. C'est le but du coaching. Mais pour les gens qui ne sont pas en coaching, je vous laisse cogiter à tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.